Bien entendu, je ne vais pas tenir les promesses qui ont été faites par d'autres, je ne vais pas nous être au niveau, mais je vais quand même essayer de vous présenter l'état des travaux quand on essaie de répondre à la question qui est écrite ici. Ça fait effectivement plus de 20 ans que j'ai soutenu ma thèse qui se posait déjà cette question. Ça fait bientôt 30 ans que je travaille dans ce domaine et je vais essayer de vous faire part des doutes que nous avons, nous qui travaillons dans ce domaine, et puis des pistes et des résultats qu'on obtient. Donc la présentation elle va se dérouler de la manière suivante. D'abord, essayer de faire part de discours qu'il y a que l'on va entendre sur le numérique et qui sont parfois plein d'enthousiasme, au contraire plein de crainte et la plupart du temps démesurés dans les enthousiasmes, dans les craintes, alors qu'on est bien dans le contexte d'une révolution numérique qui, elle, a lieu et qui bouleverse un nombre incroyable d'aspects de notre société, de notre culture, etc. Ensuite, je vous ferai une petite parenthèse que j'ai appelée accepter les apprentissages scolaires pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire pour penser le numérique et essayer de trouver les conditions d'efficacité du numérique à l'école. Encore faut-il comprendre les contraintes qui s'exercent à l'école sur les apprentissages, sur l'organisation du temps, l'organisation de l'espace, etc. Sans quoi on conçoit de très bons outils numériques qui ne sont pas utiles à l'école parce qu'ils ne trouvent pas leur place à l'école. Ensuite, je vous présenterai une entrée qui me semble l'entrée la plus prometteuse, la plus productive quand on essaye de penser les plus-values du numérique. C'est une entrée par les fonctions pédagogiques. Ce sera, je pense, le point majeur de mon exposé. Et puis, je ferai une conclusion pour récapituler. Alors, il y a quelques années, comme Daniel, comme toi, j'étais invité à une thèse dans une université qui m'est chère, celle de Marseille, parce que c'est là que j'ai fait mes études, et j'ai trouvé un étudiant qui avait mis en exergue de sa thèse cette citation. Alors, c'est une thèse sur le numérique, bien entendu, et cette citation, elle m'a donné le vertige, parce que c'est pas n'importe qui a écrit cette citation. Alors, je l'ai retrouvée en entier, la citation. Et cette citation, c'est Thomas Edison en 1913. Et en lisant cette citation, je me suis dit, mais bon sang, si Thomas Edison pensait ça en 1913, est-ce que c'est pas un peu la façon dont nous pensons aujourd'hui à propos du numérique? C'est-à-dire, on voit des potentialités extraordinaires. Alors bien entendu, le cinéma a bouleversé l'art, a bouleversé la culture, a bouleversé tout un tas d'aspects de notre société, mais on ne peut pas dire que le cinéma a bouleversé les outils qu'on utilise dans les salles de classe. Et donc mon vertige a été de dire, mais est-ce qu'avec le numérique, on ne risque pas de se retrouver avec le même décalage? Alors, bien entendu, on n'a pas attendu Thomas Edison pour se poser la question des outils au sein de la classe. Vous connaissez peut-être les travaux de collègue Proust à Paris qui essaye de traduire des tablettes qui datent d'un peu plus de 4000 ans, et on trouve sur ces tablettes des exercices de mathématiques avec leurs corrigés, quasiment un cahier du maître qui explique même la façon d'expliquer la solution aux élèves. Et si on prend les trois grandes révolutions que sont l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et la révolution du numérique, c'est pas le premier, Michel Serres aussi d'ailleurs parle de ces trois révolutions. Ces trois révolutions, bien entendu, c'est pas uniquement des révolutions de la culture, de la diffusion, de la communication, de la connaissance, etc. Ce sont des révolutions de l'école et par les outils qu'elles ont proposés. Donc c'est pas une question neuve de comment un outil nouveau peut trouver sa place dans une salle de classe et comment est-ce qu'il peut rendre les apprentissages des élèves plus efficaces à l'intérieur de cette classe. Un mot, sans doute qu'on assiste à quelque chose d'assez unique dans l'histoire de l'humanité.
fonctionnalités. C'est les quatre outils, Google, Wikipédia, Twitter et Facebook, sont des outils qui ont tous moins de 25 ans. Et pourtant, dans un temps très court, ils ont envahi nos vies quotidiennes. Particulièrement si aujourd'hui nous sommes un adolescent ou un jeune adulte. On est à des utilisations plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par jour d'outils qui n'existaient pas il y a 25 ans. Une des conséquences de ça, c'est que conformément à la prédiction d'Umberto Eco, une des principales conséquences de l'arrivée des ordinateurs dans notre quotidien, c'est que nous lisons. Nous lisons beaucoup plus que probablement tout ce que les humains ont lu au cours des différentes périodes de notre histoire. Deux enquêtes à peu près comparables dans leur méthodologie, conduites aux États-Unis auprès d'Américains adultes moyens. On leur demande par une enquête, c'est des enquêtes, vous savez, où on demande à la personne de noter chaque fois qu'elle lit quelque chose, à partir du moment où la tâche de lecture dépasse 1 minute. Donc on enlève tout ce qui est lecture de brochures, d'affiches, etc. Toutes les tâches de lecture qui dépassent 1 minute, on a des échantillons assez importants pour des études qualitatives de ce type-là. 400 personnes participent à ce type d'études. Et ce qu'on voit, c'est qu'entre le début des années 1970 et les années 2008-2009, puisque la publication date de 2010, on passe de 1h46 de lecteurs par jour à 4h30 de lecture par jour. Alors bien entendu, entre-temps, il y a une modification de l'emploi, etc. Mais jamais nous n'avons passé autant de temps à lire, et nous passons beaucoup plus de temps à lire sur des écrans que sur du papier, progressivement. Donc le numérique a eu un impact direct, par exemple, sur nos pratiques de lecture. Donc bien entendu, ça provoque dans le domaine du numérique éducatif un certain nombre d'affirmations qu'avec un collègue nous avons appelé mythes, simplement parce que ce sont des affirmations communément répétées. On entend souvent des affirmations où les personnes vont affirmer ça sans avoir besoin de citer leurs sources. Vous voyez, c'est des affirmations du type tout le monde sait bien que. Et quand on repère une affirmation de ce type-là, avec mon collègue, ce qu'on va faire, c'est dire là-dessus, est-ce qu'il y a des travaux de recherche et quel est l'état des connaissances relatifs à cette affirmation. Donc on en a étudié comme ça 11, je crois, et là je vous propose d'en examiner quelques-unes. La première, on est plus motivé quand on apprend avec le numérique à donner lieu à d'innombrables recherches. C'est une affirmation qu'on a trouvée très très tôt, dès la fin des années 1980, avec le tout début du multimédia, et avec toujours cet argument, les élèves sont plus motivés. Donc ces innombrables recherches, bien entendu il y a des méta-analyses de la littérature là-dessus, montrent des résultats qui sont très intéressants. Premièrement, les résultats de recherche corroborent l'affirmation. Chaque fois qu'on compare des élèves qui utilisent un outil numérique avec des élèves qui utilisent un autre outil pour apprendre la même chose dans les mêmes conditions, alors les élèves qui apprennent avec le numérique sont plus motivés. Ça, c'est le résultat moyen, c'est ce que montrent les méta-analyses. Bien entendu, on rappelle, quand on obtient un résultat moyen, ça veut dire qu'on n'obtient pas toujours, c'est en moyenne, on obtient ce résultat, et pas systématiquement. La deuxième chose qui est hyper intéressante, me semble-t-il, ça c'est une étude qui a été faite par des collègues à Toulouse, qui ont montré que c'est dépendant de la tâche. Par exemple, on a proposé à des lycéens d'utiliser une tablette type iPad, selon votre marque préférée, et à certains étudiants, et donc chaque fois, les élèves de lycée, on leur proposait soit la tablette, soit la même activité papier-crayon. Et à certains élèves, on leur proposait une tâche de rédaction d'un texte, à d'autres, une tâche de lecture d'un texte.
eh ben, dans une tâche de lecture, ils préfèrent la tablette, ils sont beaucoup plus motivés, beaucoup plus engagés dans l'activité. Pour une activité de rédaction, ils préfèrent papier-crayon. Parce que c'est difficile de rédiger un texte avec une tablette. Donc la preuve que les lycéens ne sont pas complètement idiots. Ils ont très très bien compris qu'un outil en soi, ça ne veut rien dire, c'est toujours un outil utilisé par un humain pour réaliser une tâche, et c'est ce triangle, outil, humain, tâche, qui fait que ça se passe bien ou ça se passe pas bien. Aussi, bon, un rappel, hein, c'est pas nous qui avons découvert ça, c'est très connu depuis longtemps dans différents domaines. Le fait d'obtenir des élèves plus motivés, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement avoir de meilleures performances d'apprentissage. La motivation des élèves est une condition nécessaire mais pas suffisante, bien entendu.